Alors, en fait, il existe deux types de forces. Alors, j'ai mis une petite vignette. Donc là, on a une main qui tape sur une table, on a un jet d'eau qui arrose des manifestants, on a un vent qui souffle sur un cerf-volant, on a une pomme en train de tomber, un aimant qui attire une bille, on a quelqu'un qui tient un ballon de basket, on a des ballons qui attirent des cheveux, puis on a des électrons qui tournent autour d'un noyau sans jamais s'éloigner. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez comment on pourrait classer ces 8 vignettes dans deux colonnes différentes? On pourrait essayer de faire une pause, essayer de chercher, 30 secondes. Sinon, je vous aide un petit peu tout de suite. Voilà. Alors, en fait, on pourrait classer ces forces dans deux familles. Donc, il y a des forces qui se font avec contact et des forces qui se font sans contact. Donc, avec contact, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans? Eh ben, le point sur la table, c'est clair qu'il y a contact. Voilà. Le cerf-volant, est-ce qu'il y a contact entre... Est-ce que c'est une force de contact qui s'applique sur le cerf-volant? Bah oui, c'est bien l'air qui va souffler, qui va appuyer sur le cerf-volant et qui va le faire voler. Donc c'est plutôt à contact. Le jet d'eau sur les manifestants. Alors, quand il a fait chaud là, il y a quelques semaines, vous êtes peut-être amusé avec un petit peu d'eau. Bah, il y a contact entre l'eau et les manifestants, là c'est clair. Est-ce qu'il y a contact avec la pomme, la gravitation? Bon, la pomme n'a pas besoin de toucher la terre pour être attirée, donc ça sera plutôt sans contact. Alors, les cheveux, attirés par des ballons de baudruche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la force électrostatique. Pareil, pas de contact. Pour ceux qui auraient déjà essayé, ça marche sans contact. L'aimant. Pareil, l'aimant n'a pas besoin de toucher la bille pour l'attirer. Le ballon de basket. Ben, on voit bien qu'il y a bien contact entre la main et le ballon de basket. Et les électrons, on appelle ça des forces nucléaires, donc les électrons ne touchent pas le noyau, donc ce sont aussi des forces sans contact. Donc, il existe donc deux types de forces. Donc, on a les forces qui se font avec contact. Alors, c'est le cas pour des forces entre solide et solide, hein, la main et le ballon, la table et la main, mais aussi des forces entre solide et gaz, comme le cerf-volant, ou liquide et gaz pour les jets d'eau. Alors, les forces de contact, quand on va vous demander des fois de tracer des diagrammes d'interaction, eh ben, on va faire ça comme ça. C'est-à-dire que on va vous mettre dans un cercle ou dans une ellipse, on met la main, dans une autre, on met le ballon, voilà, et comment on va les modéliser? Ben, on va mettre une flèche. Alors, on va mettre une flèche, une double flèche, mais pleine, c'est-à-dire faite d'un seul bloc. Voilà. Donc les forces de contact, on les modélisera toujours comme ça. Deuxième famille de forces, ce sont les forces qui vont plutôt s'exercer à distance. Donc les forces à distance, il y en a 4. Donc il y a la force de gravitation qu'on a vu dans le chapitre d'avant, hein, ce qui fait tomber les objets. La force magnétique, tout le monde s'est déjà amusé avec un aimant. La force électrostatique ou électrique, vous êtes peut-être déjà frotté des ballons de baudruche sur vos cheveux, et les cheveux attirés, ou alors je vous ai déjà montré en classe comment dévier un filet d'eau avec une règle. Et puis la force nucléaire qui fait que les électrons tournent autour du noyau sans jamais s'en éloigner. Donc ça, ce sont des forces qui se font à distance. Alors pour les noter, sur un diagramme d'interaction, comment on va les noter cette fois-ci? Ben, on va les noter avec des flèches mais en pointillés. Si je reprends l'image du ballon qui est tenu par une main, donc notre ballon, il subit une action de contact avec la main, donc une interaction de contact avec la main, donc voilà en vert. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est la force à distance. Mon ballon, qu'est-ce qui se passe? Il est attiré par la Terre. Donc, et il est attiré sans contact. Et cette fois-ci, on va utiliser des pointillés. Voilà.
je vous propose un petit exercice, le 13, page 233, que vous pouvez essayer de faire en mettant donc la vidéo en pause. Je vous mets la correction tout de suite derrière. C'est pas très compliqué. Donc ça, c'est une expérience que vous pouvez faire à la maison. Alors le bâton d'ébonite, vous n'avez pas forcément le bâton d'ébonite à la maison, mais une vieille règle que vous frottez sur une vieille chaussette en laine, ça marche très bien. Donc l'action exercée par le bâton sur l'eau, est-ce que c'est une interaction de contact ou à distance? Ben là on voit bien qu'il n'y a pas de contact. D'accord? Donc c'est une interaction qui se fait à distance. Ah, j'ai oublié le une ici. Du coup, quel est l'effet de cette force sur le filet d'eau? Ben, cette force, qu'est-ce qu'elle fait? On voit bien qu'elle dévie la trajectoire. D'accord? La trajectoire du filet d'eau a été déviée et a été attirée. Voilà, pas de spécial sur cet exercice. Deuxième petit exercice. Donc ça c'est le 20, page 234. Je vous propose de le faire sérieusement. Donc mettez la vidéo en pause, je vous mets la correction derrière avec les explications. Voilà, donc on a une skieuse qui est en train de remonter une pente sur un téléski. Voilà. On vous demande de tracer le diagramme objet-interaction de la skieuse. Donc la skieuse, c'est l'acteur principal de notre exercice. Qu'est-ce qu'elle subit? Qu'est-ce qu'elle a comme interaction? Il y a le téléski. D'accord? Le téléski agit sur la skieuse en l'attirant vers le haut. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a la Terre. La Terre, la plaque au sol. La dernière chose qui se passe, c'est la réaction du sol. Voilà. Si maintenant on trace les diagrammes, alors là ce qu'on va avoir, c'est-à-dire que l'interaction sol-skieuse, c'est une interaction de contact, hein, il y a bien contact entre le sol et la skieuse. Si je considère que la skieuse c'est l'ensemble, d'accord? C'est-à-dire c'est les skis plus les chaussures plus la personne en elle-même. Le téléski agit aussi sur la skieuse par une interaction de contact, donc j'ai mis des flèches pleines, voilà, ça c'est F1, ça c'est F3. Par contre, la Terre agit sur la skieuse avec une interaction qui se fait à distance. C'est pour ça que j'ai mis des pointillés. Voilà. Donc la question B, on l'a corrigée tout de suite en mettant la F1, F2, F3. Détermine la valeur de chacune de ces trois forces. Donc, là, on vous donnait l'échelle, donc 1 cm pour 250 N. Donc, il suffit de mesurer la taille des flèches et de faire ce qu'on appelle le produit en croix. D'accord? Par exemple, pour F1, moi, je vais mesurer une flèche de 1,7 cm. Donc, si 1 cm fait 250 N, donc 1,7 cm, ça fait 1,7 fois 250, ça me fait 425 newtons. Alors c'est clair que si vous avez mesuré autre chose que 1,7, vous allez avoir un autre chiffre. Donc vous avez fait fois 250, on va dire que votre raisonnement est bon. Pour la force 2, il suffit de mesurer la taille de la flèche entre les deux extrémités. Donc moi j'ai mesuré 3,2 cm entre là et là. Donc je fais 3,2 fois 250, ça me fait 800 newtons. F3, moi j'ai mesuré une flèche F3 de 1,9 cm de long. Donc je fais 1,9 fois 250, ça me fait 475 newtons. Je répète, hein, ces valeurs-là, à mon avis, vous ne trouverez pas forcément les mêmes, puisque vous avez dû prendre sûrement une règle réelle pour mesurer sur votre livre virtuel. Du coup, vous n'avez pas forcément les mêmes tailles de flèches. Voilà. Mais le principe est là, c'est-à-dire que vous avez fait une multiplication et vous avez du coup les valeurs.